J'ai invité aujourd'hui Pierre Ferracci, le président du groupe Alpha, cabinet de conseil en relations sociales et conditions de travail, notamment auprès des comités d'entreprise et des organisations syndicales. En sa compagnie, nous allons balayer les principales questions sociales dans l'actualité, la loi sur la sécurisation de l'emploi, l'amnistie, ou plutôt l'absence d'amnistie pour les délits commis pendant les mouvements sociaux, ainsi en a décidé le gouvernement. Nous évoquerons également la réforme à venir des retraites, au cœur de la seconde grande conférence sociale qui doit s'ouvrir le mois prochain. Et puis nous parlerons également de la recomposition syndicale et patronale que l'on connaît en ce moment avec le renouvellement des principaux leaders des organisations représentatives. Bonjour Pierre Ferracci. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Xerfi Canal. Alors je le disais, balayer les grands sujets sociaux, à commencer bien sûr par donc l'adoption définitive de la loi sur la sécurisation de l'emploi, issue de l'accord interprofessionnel sur l'emploi, donc qui prévoit sous un chapeau majoritaire une profonde réforme des licenciements économiques, des plans sociaux et puis des accords de maintien dans l'emploi en cas de difficultés pour les entreprises. À l'époque, vous étiez plutôt réservé sur ce texte qui a été présenté comme une grande avancée sur le front de la flexibilité et de la sécurité. Je le suis toujours, d'autant que le texte n'a pas beaucoup évolué en passant par le Parlement. Je le suis parce que je trouve qu'il y a des avancées plus évidentes sur la flexibilité que sur la sécurité. Oui, mais vous ne pensez pas que c'était sur la flexibilité, plus que sur la sécurité finalement, que le curseur était attendu, même si on sait bien que la question de la sécurité est importante. Si on veut copier un modèle qui a fait ses preuves, le modèle scandinave, il faut jouer sur les deux tableaux. Et l'un ne va pas sans l'autre. Le fait que les organisations syndicales se soient divisées, profondément divisées pendant la négociation, puisque la moitié ont adopté le texte et l'autre moitié, Force ouvrière et la CGT, l'ont récusé, a fait qu'il y a eu un déséquilibre dans la négociation et forcément le patronat en a un petit peu profité. Moi j'étais partisan d'un accord qui favorise à la fois la compétitivité des entreprises, donc la flexibilité, et en même temps la sécurisation des parcours des salariés. Et de ce point de vue-là, il y a des avancées qui ne sont pas négligeables, mais je trouve que l'accord aurait pu être plus équilibré. Je vous repose ma question, et vous ne croyez pas, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y avait quand même surtout urgence sur la question de la flexibilité du marché du travail? On sait que la France est souvent critiquée sur le sujet, et que là, on avait deux grosses avancées attendues par le monde économique, qui était donc cette sécurisation des licenciements, avec plus de souplesse, en quelque sorte, notamment face aux juges, et puis ce recours, comme ça se pratique en Allemagne, du maintien dans l'emploi, augmentation du temps de travail ou diminution temporaire des salaires si la conjoncture l'exige. Alors on va revenir sur les accords de maintien dans l'emploi. Le recours au juge, moi je pense qu'il faut l'éviter chaque fois que c'est possible. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr que l'accord n'ouvre pas quelques brèches pour des avocats qui jouent les procédures et les délais et pour des juges qui derrière sont obligés de trancher. Moi, je crois que dans cet accord, il faut bien distinguer l'essentiel de l'accessoire. Je vais prendre ma casquette d'employeur, je dirige un groupe d'un peu plus de 1000 salariés. Je ne suis pas sûr que la question essentielle aujourd'hui en France, ce soit de flexibiliser davantage les licenciements, d'accélérer les procédures. Il y a la rupture conventionnelle qui existe depuis 2008, depuis l'accord sur la modernisation du marché du travail. Alors très critiqué par ailleurs sur certains abus qui ont pu être commis en la matière. Il y a des abus, mais s'il y a des abus, ça veut dire qu'on utilise la flexibilité qu'elle recèle. Il y a les plans de départ volontaires qui ont pris beaucoup d'espace. Il y a encore des entreprises qui font des plans de sauvegarde de l'emploi et qui sont négociés et qui sont aussi une façon de traiter les licenciements satisfaisante. Je ne pense pas que la question, ce soit aujourd'hui d'accélérer les procédures. Il y a des dossiers emblématiques qui montrent que quand il y a un blocage, c'est préjudiciable pour tout le monde. Ça l'est pour les salariés, ça l'est pour l'entreprise, ça l'est pour l'économie française. Mais enfin, ce sont des dossiers qui ne représentent pas forcément grand-chose, sinon leur médiatisation exacerbée. Oui, alors quand même, vous dites que ça ne représente pas forcément grand-chose, mais dans l'industrie, est-ce qu'on n'est pas là face à une vraie réalité, un vrai besoin, quand on voit les accords de compétitivité signés chez Renault, vous avez vu que PSA s'engage sur la même voie, Michelin également, et alors, bon, est-ce que finalement, on n'arrive pas à une espèce de compromis qui peut être gagnant pour les deux parties là. On l'a vu finalement avec PSA, avec la fin de la grève à Aulnay. Alors, prenons le cas de PSA, puisqu'on est intervenu assez lourdement et on continue à intervenir sur ce dossier, mais on est également chez Renault. Qu'est-ce qui est le plus important sur un dossier comme PSA? Le dossier d'Aulnay a été traité entre le mois de juillet 2012 et aujourd'hui, puisque la grève vient de s'achever
avec un accord qui a été passé entre la CGT et la direction de l'entreprise. Ce qui aurait été important sur le dossier d'Aulnay, c'est qu'on se réveille en 2008 ou en 2009. C'est à ce moment-là que les difficultés sont apparues. C'est sans doute à ce moment-là que la direction a eu en tête de fermer Aulnay. Ou en tout cas, sinon fermer Aulnay, en tout cas le reconfigurer. Comme on est dans un pays où il est impossible, quasiment impossible d'anticiper, on a attendu le dernier moment, d'élection en élection, d'intervention politique en intervention politique. On a attendu 3 ans, 4 ans même pour traiter le dossier. Donc le problème, pour revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure, ce n'est pas tant d'accélérer dans la dernière ligne droite, c'est d'être capable d'anticiper suffisamment lorsque les problèmes sont sur la table. Il y a des problèmes qui surgissent un peu brutalement, on n'a pas forcément le temps d'anticiper, mais lorsque c'est le cas, qu'il y a des difficultés qui apparaissent parce que l'industrie automobile est en surcapacité, tout le monde le sait, et je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça se limite malheureusement à un établissement en France, quand on est en capacité d'anticiper, il faut le faire. Et le vrai problème en France, c'est qu'on est toujours en difficulté pour le faire. Le modèle scandinave que j'évoquais tout à l'heure, c'est ça d'abord. C'est une qualité de dialogue social, une confiance entre les acteurs, et à partir de là, une capacité à traiter les problèmes très en amont. Alors, double question, est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'avec le fait majoritaire, parce que c'est ça aussi la grande nouveauté du texte, eh bien, quelque part, on arrivera à ce consensus à terme, et que peut-être la CGT, que vous connaissez bien, évoluera sur le sujet. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que ce genre d'accord permet peut-être à terme de créer des emplois, du moins d'en sauvegarder certains? Et je pense au président d'un cabinet, le vôtre, qui s'est beaucoup diversifié aujourd'hui dans des missions de revitalisation des territoires. Moi, je suis d'abord favorable au fait majoritaire dans l'entreprise. La représentativité syndicale est une bonne chose telle qu'elle a été définie par la loi de 2008. Bon, le problème, c'est que le mouvement syndical s'est divisé. Il est coupé en deux aujourd'hui. Donc le fait majoritaire, si les syndicats n'arrivent pas à converger davantage de main dans l'entreprise qu'ils l'ont fait dans cette négociation, ça risque de se retourner contre eux. Alors on peut se dire, c'est un peu le pari que fait la CFDT, que l'obligation d'être majoritaire pour signer un accord va inciter tout le monde à faire preuve de responsabilisation et d'intelligence des situations. Je pense qu'il faut prendre le problème autrement, essayer de comprendre pourquoi il y a ces divergences, les traiter. Je pense que c'est l'intérêt de la CFDT et de la CGT, par exemple, de se rapprocher. Ça va être un peu compliqué parce qu'il y a eu des on a vu que les deux nouveaux leaders, mais on va en reparler, ont déjeuné récemment. Moi, je suis assez confiant sur le fait qu'ils vont se rapprocher parce que c'est une nécessité vitale et pour l'une et pour l'autre des organisations. Donc, s'ils arrivent à converger, le fait majoritaire sera quelque chose de très efficace et très utile et on arrivera à des accords de maintien dans l'emploi, par exemple, qui seront équilibrés parce qu'il y a différentes façons de fabriquer ces accords et certaines sont favorables à l'entreprise, d'autres sont favorables aux salariés, d'autres sont équilibrées et sont favorables aux deux parties. Alors, Pierre Ferracci, la question de l'amnistie sociale, parce que là, pour le coup, CFDT et CGT ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Vous avez vu que le renvoi en commission à l'Assemblée nationale a été interprété comme un enterrement de première classe du texte. Et d'ailleurs, François Hollande a laissé entendre que l'amnistie, finalement, ne concernerait que certains cas exceptionnels. Est-ce que vous comprenez sur le principe la reculade, là, du gouvernement, où vous pensez qu'il fait une erreur et qu'il rallume, en quelque sorte, la hache de guerre par rapport à des organisations aujourd'hui très en désir de contestation de la politique de François Hollande? Bon, le président de la République n'aime pas les lois d'amnistie, c'est son droit, tout dépend du contenu de ces lois. Autant je crois qu'il faut être très clairement hostile à des agressions physiques sur les personnes. Mais il y en a eu. Il y en a eu, enfin très limité quand même, autant lorsqu'on casse quelques tables, quelques chaises ou quelques ordinateurs. Enfin, il y a eu des saccages, il y a eu des mises à sac. Oui, je constate que dans l'histoire sociale, on est toujours plus conciliant, par exemple, lorsque les paysans cassent beaucoup de choses, que lorsque des salariés dans les entreprises le font dans une moindre mesure. Donc il y a parfois deux poids, deux mesures. Y compris pour José Bové, alors. Oui, voilà, Jacques Chirac a pris des mesures d'amnistie, Nicolas Sarkozy ne l'a pas utilisé. François Hollande dit qu'il y aura des exceptions. Regardons un petit peu quelles seront ces exceptions. C'est une erreur ou pas? Il y a des moments dans le pays où il faut savoir apaiser. Moi, je pense qu'il faut savoir aussi comprendre de temps en temps l'exacerbation et l'irritation des salariés. Il y a des scènes dures dans les entreprises. Il y a un chômage aujourd'hui qui frappe beaucoup de familles. Donc, de temps en temps, la colère s'exprime avec quelques dérives, avec quelques excès. Il faut essayer de calmer le jeu et une loi peut être susceptible de calmer le jeu ou en tout cas à défaut d'une loi,
des mesures ponctuelles peuvent y contribuer. Donc on arriverait éventuellement au cas exceptionnel qui pourrait être réglé, voilà, si je j'espère comprends qu'on bien. va trouver un juste milieu et qu'on va là aussi éviter. Et en même temps, on ne peut pas dire que l'opinion était particulièrement demandeuse, Pierre Ferracci, de ce genre de choses, et qu'il y avait quand même une assimilation syndicat, enfin certains mouvements sociaux et casseurs quand même. Oui, mais je n'ai pas senti, par exemple, vous évoquiez la CFDT, qu'elle était aussi franchement hostile à des mesures d'amnistie. Peut-être que la loi la dérangeait dans sa globalité. Enfin, j'ai senti quelques raisonnements qui se rapprochaient un petit peu de ceux de la CGT sur ce plan. Bon, et puis il s'agissait peut-être aussi de calmer le jeu après l'histoire du mariage pour tous, en quelque sorte, de ne pas rouvrir un autre front sur le terrain socio-sociétal, hein, on peut dire. Alors, la réforme des retraites, qu'est-ce que vous en attendez? La première conférence sociale s'était concentrée sur le lancement de la réforme du marché du travail, avec effectivement donc en point d'orgue l'accord interprofessionnel, on en a parlé. Là, on va évidemment être monopolisé par la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous en attendez? Vous pensez que des choses importantes vont en sortir? Et quel levier, selon vous, faut-il actionner? Je crois qu'il y a deux chantiers qui vont occuper la conférence sociale, la réforme des retraites et la réforme de la formation professionnelle. Alors allons-y pour la réforme des retraites. Alors la réforme des retraites, je ne suis pas sûr que le terrain soit tout à fait mûr pour avancer rapidement dans la conférence du mois de juin. Oui. Les positions sont encore assez largement divergentes. Et puis le fait qu'il n'y ait pas de croissance rend toujours un peu difficile ce type de réforme. Et en même temps, le fait qu'il n'y a pas de croissance rend d'autant plus vital à long terme ce genre de réforme. Les trous se creusent d'autant plus que la croissance n'est pas là. Alors où est-ce qu'on peut agir? Sur l'âge légal, vous pensez ou pas? D'abord, je pense qu'il faut jouer sur les deux tableaux. Oui. Il faut s'occuper un peu de la croissance et puis s'occuper après des enjeux du type retraite ou de la réforme, on en parlera peut-être un petit peu, du marché du travail et de la formation professionnelle, puisque c'est la grande absente de la négociation sur le marché du travail. Mais je reviens quand même, Pierre Ferracci, sur l'âge légal. Est-ce que vous pensez, par exemple, c'est ce que dit Le Guen, qu'il faut accélérer, Jean-Marie Le Guen, viser les 62 ans dès 2015, voire aller plus loin que 62 ans, même si ça paraît compliqué à mettre en place, parce que déjà le rythme est assez rapide là, aujourd'hui, de monter à 62 ans. Est-ce que vous pensez que c'est souhaitable malgré tout et que politiquement c'est jouable? Moi je pense que politiquement ça va être extrêmement compliqué. Vous avez vu que même la CFDT n'est pas très ouverte aujourd'hui, même si elle défend toujours son système de points, qui pourrait être d'ailleurs là aussi une façon de ressembler et de copier certains modèles scandinaves. Je pense que si on veut avancer, tout en traitant de mesures générales, il faut essayer de différencier au maximum. Je pense notamment aux travaux pénibles, aux activités pénibles, qui nécessitent parfois qu'on prenne une retraite anticipée qui ne s'applique pas forcément à tout le monde. Bon, après, il est évident que le fait que l'espérance de vie s'accroisse pose des problèmes aujourd'hui d'un type nouveau et que la question de l'âge de la retraite, de l'âge de départ de la retraite va se poser. Et donc la fin du tabou des 60 ans pour la gauche, bon ça on l'a compris, mais aller à la limite au-delà du nouveau tabou des 62 ans, ça pourrait être envisageable, vous pensez? Soyons clairs, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui partent à 60 ans avec des droits qui ne sont pas pleins et entiers. Et demain, il y aura sans doute beaucoup de personnes qui partiront à 62 ans ou à 65 ans dans les mêmes conditions. Donc moi, je pense qu'il faut rentrer dans le détail. Je tiens beaucoup à ce qu'on différencie selon les activités. Il y a des travaux, et pas forcément ceux qui bénéficient aujourd'hui des départs à la retraite les plus précoces, qui mériteraient qu'on s'appuie davantage sur des mesures d'âge et qu'on tienne compte de la pénibilité de ces activités avant de prendre des mesures générales. Alors, est-ce que ça veut dire Vous savez qu'en Finlande, pour justifier et entériner le recul de l'âge de la retraite, je crois qu'il est passé à 65 ans à une certaine époque, on a travaillé avec les partenaires sociaux pendant des années et des années sur la qualité de vie au travail, sur les conditions de travail. C'est-à-dire qu'on s'est demandé, avant de reculer l'âge de la retraite, dans quelles conditions les seniors travailleraient dans les dernières années de leur vie professionnelle. Bon, c'est des choses qu'on ne fait pas ici et c'est susceptible, à mon avis, de favoriser l'évolution des mentalités. Si les gens ont l'impression qu'ils sont déjà au bout du rouleau dans certains métiers et qu'on va leur demander de faire un petit peu plus encore, ils ont tendance à se cabrer. Donc il faut de temps en temps réfléchir à la méthode avant de négocier et on ne le fait pas assez ni sur l'emploi, ni sur la formation, ni sur la retraite. Alors, la méthode, moi je vous suis, effectivement, elle doit suivre, mais c'est un peu comme l'intendance, il y a aussi qui doit suivre. Il y a aussi des grands choix politiques à prendre. Est-ce qu'il faut, vous pensez, revoir les régimes spéciaux, puisque vous nous parliez de moduler en fonction des difficultés, en fonction des catégories, etc. Est-ce qu'il faut le revoir, mesure de Nicolas Sarkozy, qui a été perçu comme finalement le verre à moitié
plus vite que je crois bien plein, qu'effectivement Nicolas Sarkozy avait vu les régimes spéciaux, notamment du côté des cheminots. Bon, on estime aujourd'hui que c'est insuffisant. Moi, je crois que la société a besoin d'équité et que notamment quand on regarde ce qui se passe dans le privé, quand on regarde ce qui se passe dans le public, il faut qu'il y ait des formes de convergence qui soient mises en œuvre. Il y a des choses qui ne sont pas toujours effectivement bien perçues par l'opinion, ni même par les salariés concernés. Donc dans la méthode, il faut travailler sur ces convergences. Ni même par les syndicats. Ni même par les syndicats. Donc sur la méthode, il faut travailler effectivement sur les convergences en se donnant le temps, mais en ayant un cap très clairement défini. Alors, vous pensez que l'automne sera chaud ou pas, notamment à travers cette question des retraites? On a l'impression que l'opinion pour le moment n'y est pas, de la même façon que malgré la hausse du chômage, les derniers chiffres inquiétants, malgré les affaires Goodyear, PSA, on en oublie, on ne peut pas dire que l'opinion aujourd'hui se mobilise. On a l'impression quand même qu'on est dans la résignation, qu'elle comprend dans l'absolu un certain nombre de réformes difficiles, douloureuses. Le feu couve ou pas malgré tout, pour vous? Moi, je pense qu'on est dans une forme de résignation un petit peu inquiétante. Ça veut dire que le feu pourrait couver. Parce que derrière la résignation, il peut y avoir la colère, et la colère exacerbée, ça peut faire des choses assez violentes. Donc il faut s'attacher à la méthode, s'attacher à l'équité. Je pense que le pays est mûr pour des changements. Il sait très bien que la situation est difficile, mais il veut que les forces soient correctement partagées. Et je ne suis pas sûr qu'ils perçoivent toujours le cap qui est défini par le gouvernement actuel. Il y a donc un besoin de pédagogie extrêmement important. On va le voir au travers des retraites, on va le voir, je l'évoquais, au travers de mesures comme la formation professionnelle, où on sait très bien que, par exemple, les demandeurs d'emploi, les salariés fragiles, n'accèdent pas ou accèdent mal aux moyens de la formation. Donc il y a un besoin d'équité qui est extrêmement fort et qui est nécessaire pour faire participer au changement sans trop de difficultés. Et ça, est-ce que François Hollande saura l'incarner? Vous pensez que finalement, il pourra faire passer une réforme des retraites qui paraît malgré tout acquise, de manière abstraite, tant les Français ont la perception des difficultés qui nous attendent. François Hollande sera jugé, il le sait bien, sur le surtout chômage, sur le terrain de l'emploi et du chômage. Bien sûr. Et à partir de là, on regardera sa réforme des retraites à l'aune de ce qui se passe en matière d'emploi. Et là-dessus, vous pensez comme lui, maintenant que les instruments sont mis en place, donc il l'a redit à sa conférence de presse récente, qu'il s'attend toujours à une inversion du chômage. Vous le croyez ou pas? Non, vous n'y croyez pas? On n'en est pas là pour l'instant. On n'en est pas là pour l'instant. Enfin, je veux bien essayer d'y croire, mais on sait très bien que la relance de la croissance passe par des mesures européennes qui aujourd'hui font défaut. On ne va pas relancer chacun dans notre pays l'économie. Et il y a des mesures aujourd'hui de politique industrielle, de politique économique, de politique budgétaire qui ne sont pas assez concertées au niveau européen. Et les divergences qui subsistent, notamment avec l'Allemagne, sont un peu préoccupantes pour relancer la mécanique. Si on ne fait pas ça, il est évident que l'inversion de la courbe du chômage, on peut l'attendre un peu plus longtemps que ne le dit le président de la République. Alors, Pierre Ferracci, je le disais tout à l'heure en vous présentant, on va évoquer le renouvellement des leaderships syndicaux et patronaux, à commencer les syndicats. Ça va d'autant plus nous intéresser concernant la CGT, que vous connaissez bien, vous travaillez beaucoup pour elle. D'abord, le patronat, le MEDEF, est-ce que vous voyez poindre un nouveau MEDEF qui serait un MEDEF de combat, le retour à un CNPF New Look, pour faire simple, ou celui de Denis Kessler, qui, en quelque sorte, ne serait pas dans une logique de concorde sociale, mais mettrait les pieds dans le plat sur les dossiers les plus touchy? Ça serait tragique pour le dialogue social, pour la démocratie sociale et je pense globalement pour la compétitivité de notre économie. Je pense qu'on a besoin d'une qualité de dialogue social que l'on peut copier chez nos voisins, pas seulement allemands. Dans les pays scandinaves, je l'évoquais tout à l'heure, c'est un des points forts. Il y a une partie du patronat qui, visiblement, n'est pas décidée à jouer cette carte-là. Alors, notamment Pierre Gattaz, qui est aujourd'hui le grand favori pour être à la place de Laurence Parisot dans quelques mois. Vous pensez que là, il y a le discours, il y a la campagne, et puis qu'il y aura la réalité qui le rattrapera en quelque sorte? Moi, je ne vais pas juger les personnes avant qu'elles soient en responsabilité. C'est évident que dans une campagne électorale, il y a des excès, en politique comme dans le domaine syndical ou dans le domaine patronal. Je pense que Pierre Gattaz, comme Geoffroy Roux de Bézieux, comme Patrick Bernasconi, serait bien inspiré de jouer la carte de la démocratie sociale. Elle a marqué des points ces derniers temps, mais dans la douleur, puisque le mouvement syndical s'est divisé. Il ne faudrait pas que le monde patronal donne quelques raisons à ceux qui sont un peu réticents à cette évolution pour brandir d'autres étendards que ceux du dialogue social. Donc il faut que le patronat fasse attention. Alors Pierre Ferracci, pour conclure, la CGT, Thierry Lepan, le grand inconnu aujourd'hui, on peut dire dans l'opinion publique, pourtant la première centrale syndicale. Je l'ai dit, vous travaillez beaucoup avec
que la CGT, la centrale de Montreuil, même si vous vous êtes diversifié en expertise pour les comités d'entreprise et puis des missions effectivement de sauvegarde de l'emploi. Vous connaissez bien la CGT, bien Bernard Thibault. Qu'est-ce qu'on peut dire de Le Pen? Est-ce que je suis de mauvaise foi si je vous dis qu'il apparaît indécis, opportuniste? Il a été présenté ainsi. Il a réussi à se faire élire en quelque sorte par défaut, tant les divisions étaient importantes à la CGT. Voilà, est-ce que je me trompe? Vous êtes un peu caricatural, mais ça fait partie du jeu. On travaille beaucoup avec la CGT et d'autres confédérations syndicales. Je l'ai dit, vous êtes diversifié, je l'ai dit. Voilà, tout à fait. Mais beaucoup avec la CGT. Mais beaucoup avec la CGT. Voilà. Pourquoi pas? C'est la plus importante encore pour l'instant. La CGT a connu des difficultés dans la gestion de la transition entre Bernard Thibault et son successeur. Ce n'est pas la seule confédération. Hein. Le MEDEF nous donne un exemple de tension. Ou la CGC même. Ou la CGC, ou l'UMP et le PS, il fut un temps dans le domaine politique. Donc chacun y passe à un moment ou à un autre. Et il y a quelques années, c'était la CFDT et Force ouvrière où avaient lieu des combats un peu fratricides. Bon, mais là, c'était la CGT. Et donc, c'est Thierry Le Pen qui est aux manettes à Montreuil. Je pense que Thierry Le Pen est arrivé un petit peu tardivement parce que les trois cadres qui étaient sollicités n'ont pas réussi à s'imposer majoritairement pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Enfin, c'est du passé maintenant. Thierry Le Pen est quelqu'un qui, à mon avis, surprendra. Positivement. Positivement, je le pense, pour bien le connaître. À la fois parce que c'est un réformateur dans l'âme. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la CGT signe beaucoup d'accords dans les entreprises. Et Thierry fait partie de cette tradition-là. Et je pense qu'il amènera, j'en suis persuadé, et que ça sera, je le disais tout à l'heure, l'intérêt des deux organisations, il amènera la CGT à retrouver le chemin de la CFDT et éviter de se diviser de façon artificielle. Quand je dis de façon artificielle, je ne dis pas que les divergences ne sont pas réelles. Je dis que de temps en temps, elles sont un petit peu plus fortes qu'elles ne devraient être. Et à partir de là, le patronat en profite et les accords ne sont pas équilibrés. Donc Laurent Berger et Thierry Le Pen sont deux cadres neufs à la tête de la CFDT et de la CGT. Je crois que leur intérêt bien compris est aujourd'hui de faire un peu plus front commun que ça n'a été le cas dans la dernière période. Et vous verrez, y compris dans le débat sur les retraites, ou sur la formation professionnelle, ou sur les conditions de travail, qui sont en cours actuellement, il y a des négociations qui se déroulent, vous verrez que la convergence entre ces deux grandes confédérations surprendra et fera du bien au monde salarié et fera peut-être du bien au monde patronal, parce qu'il a besoin aussi d'avoir en face de lui des syndicats qui soient unis plutôt que divisés. Et donc, pour conclure, vous pensez qu'il tiendra ses troupes et qu'il n'y aura pas un double discours, comme on a pu le voir parfois avec Bernard Thibault, un pas en avant, un pas en arrière, parce que vous nous parlez de la culture du stylo pour signer. Il y a eu loin de ça quand même avec Bernard Thibault sur tout ce qui était important quand même. Mais vous êtes très méchant avec Bernard Thibault. Non, Bernard je ne suis pas Thibault méchant. Gère une organisation qui est difficile. Enfin, gérer Bernard Thibault, oui. Bernard Thibault gérait une organisation, et Thierry Le Pen en hérite, qui est très difficile, puisqu'il y a quelques oppositions internes qui se manifestent régulièrement, et notamment lors du dernier congrès. Donc il tiendra ses troupes? Il tiendra ses troupes et il mettra la CGT sur la voie du dialogue social, de la démocratie sociale et de la signature d'accords de qualité pour les salariés et pour les entreprises. Je crois que l'accord à trouver en permanence entre le besoin de l'entreprise, le besoin de compétitivité et le besoin de sécurité et d'évolution professionnelle pour les salariés, la CGT, comme d'autres confédérations syndicales, l'a chevillée au corps, et elle le démontrera sur le terrain dans les mois et les années qui viennent. Bon, sur le terrain, dans les ateliers, comme peut-être aussi dans la rue, malgré tout, avec la réforme des retraites, nous verrons bien. Merci d'avoir été en notre compagnie pour décrypter ce qui se passe actuellement sur le plan social. Et puis donc, rendez-vous à la rentrée pour voir si les choses s'agitent ou pas. Merci Pierre Ferracci d'avoir été l'invité de Xerfi Canal. Merci.